Alors bon, là je vais taper sur le Parti socialiste, on va maintenant passer à l'UMP. En fait, c'est pas très très drôle l'UMP, c'est à peine... Parce qu'en fait, c'est très comparable. Alors ça vaut le coup quand même d'en parler, mais c'est assez comparable. Il y a la technique du râteau, il y a la technique du mensonge éhonté, il y a la technique du paratonnerre, il y a la technique de la débilisation, c'était les mêmes. Mais il y a en plus une autre technique que j'ai pas vraiment repérée chez les socialistes, peut-être que j'ai pas bien cherché, c'est la technique du message subliminal qu'on verra tout à l'heure. Alors, eh ben, qu'est-ce que c'est? La technique du mensonge éhonté, promettre tout et n'importe quoi, mentir avec un aplomb extraordinaire, et les gens sont tellement babas que les gens n'en reviennent pas, et puis ils se disent peut-être que finalement c'est moi qui déraille, peut-être que j'ai rien compris au film. Alors, on rappellera par exemple que le 6 avril 2005, Patrick Ollier, député UMP des Hauts-de-Seine, a présenté à la presse une liste de 140 signatures de parlementaires UMP qui s'engageaient pour un oui gaulliste à la Constitution européenne. La Constitution européenne de 2005 étant quand même la quintessence de l'antigaullisme. La quintessence de l'abdication de la souveraineté de l'indépendance nationale. Il y a 140 députés prétendument gaullistes qui se sont engagés. Ça ne veut rien dire. Je m'engage pour un oui gaulliste à la Constitution. Ça ne veut rien dire, si vous y réfléchissez bien. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut simplement dire je fais le beau pour avoir ma réinvestiture aux prochaines législatives, pour avoir de nouveau l'investiture UMP, pour toujours être député, pour toujours gagner mon salaire. C'est ça que ça veut dire. C'est absolument pathétique. M. Ollier accompagnait à cette présentation d'un discours dans lequel il affirma sans rire et de façon péremptoire que De Gaulle aurait voté oui à la Constitution européenne. Je rappelle quand même que Patrick Ollier il était également un des pontes de l'UMP. Je lui montre, là, vous savez que c'était le compagnon de Michel Alliot-Marie, qu'on appelait Ma, mais lui on l'appelait Pomme. Vous savez, dans POM, Patrick Ollier-Marie, les gens avaient fait le jeu de... Bon, voilà. Alors, toujours dans le cadre des mensonges éhontés, c'était il y a 10 ans, en 2005, c'était cette déclaration de Nicolas Sarkozy dans le journal Libération du 22 avril, au moment de la campagne pour les élections européennes, pour les élections, du référendum sur la Constitution européenne. Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir. Je suis désolé, moi j'ai voté non, ça m'a fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Vous vous rendez compte de cette phrase? Quand je vous disais tout à l'heure que Mme Hidalgo, elle sait très bien ce qui se passe puisqu'elle l'a dénoncé. Mais M. Sarkozy et tous les dirigeants de l'UMP savent très bien ce qui se passe. Nous savons de sources sûres que notre site Internet, nos analyses sont actuellement lues et regardées par beaucoup de députés de tous les bords, qui viennent sur le site de l'UPR comme un bol de respiration, de liberté, avant de retourner dans leur goulag respectif, où ils mentent tout le temps. Si vous voyez d'ailleurs les dirigeants de ces partis, c'est pas brillant. Hein. L'autre jour, j'ai vu, j'étais chez les Franco-Algériens, il y avait le numéro NTM, numéro 2 de Mme Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP. Elle est pas belle à voir. Hein. Bien sûr, c'est comme Sarkozy, ils sont ravagés de tiques, ils doivent se droguer, je sais pas. Non mais c'est vrai, hein. C'est pas une attaque personnelle, c'est que ces gens, on voit physiquement qu'ils sont malades. Parce que c'est très très difficile dans un mouvement politique et de savoir que du matin au soir, on raconte des énormités, on ment effrontément. Alors il y a des gens qui ont la capacité de le faire, mais il y en a d'autres, ça finit par leur tourner sur le ciboulot, hein, je vous assure. Alors, il disait ensuite, alors votez oui, de toute façon ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Deuxième mensonge, parce qu'en 2005, c'était il y a 10 ans, c'était quand même pas aussi pire, si j'ose dire, qu'aujourd'hui. Depuis 10 ans, on a dû perdre peut-être quelque chose comme 1 500 000 emplois industriels. On a dû perdre des milliers d'usines. Il y a 600 usines. Excusez-moi, il y a une usine qui ferme par jour ouvrable en France. Il y a pratiquement 200 usines qui ferment par an. Donc ça fait 2000 en 10 ans. Et on a 6 à 700 emplois qui sont détruits tous les jours. Et il y a 6 à 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Donc vous imaginez depuis 10 ans. Et ensuite, il disait, vous voulez changer d'Europe, votez oui. Nous sommes dans le mensonge éhonté. Parce qu'en fait, les Français, ils ont voté non
Et puis ensuite, on leur a quand même imposé le traité de Lisbonne. Nous sommes maintenant sous l'empire du traité de Lisbonne que nous n'avons pas voulu. Est-ce que ça a changé d'Europe? Si l'Europe a changé, c'est encore pire. Donc ça, c'est la technique du mensonge éhonté. La technique du râteau, cette fois-ci, c'est plus les mêmes têtes, mais c'est le même principe. Donc vous avez ici M. Pierre Lelouch, porte bien son nom, M. Pierre Lelouch, qui est en fait un euro-atlantiste de grande extrace. C'est quelqu'un qui est là à la tête un des plus grands otaniens parmi les otaniens. Et puis vous avez M. Copé, qui se piquait d'être de temps en temps un peu à gauche, de temps en temps un peu à droite. En fait, maintenant, il a disparu de la circulation, comme vous le savez. M. Juppé, représentant, paraît-il, la vieille garde chiracienne. Et puis vous avez M. Fillon. M. Fillon qui est là pour jouer les utilités, Premier ministre, ancien proche de Philippe Séguin, etc. Et puis enfin, vous avez Jacques Millard, qui, par moments, est plus anti-européen que moi. Par moments, il dit des trucs. Moi, je le connaissais. Maintenant, il veut plus débattre avec moi. Il a dit qu'il voulait plus débattre avec moi parce que, paraît-il, que je n'étais pas sympathique en débat. Évidemment, il tape sur l'Europe, mais il est député UMP. Alors, évidemment, quand je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais à l'UMP ?» Il dit « J'essaye d'influer de l'intérieur. » Influer de l'intérieur depuis des décennies. C'est pas du tout quelqu'un qui influe de l'intérieur. C'est quelqu'un, tout simplement, ça s'appelle aller à la soupe. Les gens qui vont à la soupe disent « Non, non, j'influe de l'intérieur. » On vous donnera un jour un mémento de survie. Comment faire quand vous trahissez vos électeurs? Eh bien, tout ce petit monde, on est là et on ratisse parce que vous avez des gens. Les Chiraciens vont voter, comment dirais-je, pour Sarkozy parce qu'ils se diront, il y a quand même Juppé qui est derrière, comme si entre Sarkozy et Juppé c'était un amour fou. Les souverainistes vont dire, tiens, moi je vais voter parce que Jacques Millard il est bien, il dit des choses bien, oui très bien, mais ça n'a aucune importance. Mais pourquoi il est gardé à l'UMP? Justement, parce que ça permet de ratisser ça. Voilà. Et puis vous avez monsieur Lelouch, c'est l'anti-Jacques Millard. Lui, il est là, la suppression de la France, les États-Unis d'Europe, enfin plus pro-américain que moi tu meurs, etc. Et puis voilà. Chaque électeur va interpréter le parti politique, le candidat, à sa façon. Et au bout du compte, on aura Sarkozy qui, comme Hollande, ne sera jamais que le majordome, en fait, mettant en œuvre la politique décidée par l'oligarchie. Le troisième technique, la technique du paratonnerre, vous la connaissez. On fait un diagnostic qui est bon au départ, et puis après ça, on propose des solutions qui sont fausses. Et tout ça, on protège les vrais responsables. Alors là, on va voir un exemple. Ça a été le séminaire de l'équipe dirigeante. Oui, j'avoue que j'ai craqué devant cette photo. J'ai trouvé qu'elle était mignonne, la photo. Oh. C'était le séminaire de l'équipe dirigeante de l'UMP du 18 décembre 2014. Et je ne parle pas de choses qui se sont passées à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Je parle de choses qui se sont passées il y a quelques mois. Alors, il y a eu un séminaire de l'équipe dirigeante pour se dire qu'il faudrait quand même qu'on ait un programme. Parce que j'ai oublié de vous préciser, moi je ne sais pas, vous allez peut-être m'expliquer tout à l'heure, moi je ne sais pas ce que c'est que le programme du Parti socialiste. Nous, on a un programme, je l'ai exposé, il fait 5 heures de vidéo. On a un grand nombre de propositions, parce que notre programme, c'est pas seulement sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui reprend toutes les thématiques du programme du Conseil national de la résistance. Nous, on l'a édité sous forme papier, il fait 60 pages. Nous, on a un programme. Moi, le programme du PS, je ne sais pas. Le programme de l'UMP, je ne sais pas non plus. Alors, le programme de l'UMP, ils se sont dit, on va quand même essayer d'avoir un programme. Voilà leur cogitation a débouché donc sur les mesures d'urgence pour redresser la France, séminaire de l'équipe dirigeante. Alors, qu'est-ce qu'on apprenait dans ce séminaire? Notre objectif, valider ensemble les mesures d'urgence proposées par l'UMP dans le domaine économique et social pour redresser la France. Très bien. 3 indicateurs catastrophiques à redresser. Le taux de chômage, 10,9%. 5,2% en Allemagne. Le déficit commercial, moins 67,2 milliards d'euros, plus 177 en Allemagne, donc un excédent en Allemagne. Le taux de prélèvements obligatoires, 46,5% du PIB, 37,6% en Allemagne. Vous voyez, au passage, apparaître de façon subreptice, sur un constat qui est exact,
Mais c'est une... Vous savez, je crois que c'était Churchill qui disait que la meilleure façon de mentir, c'était les statistiques. C'est qu'on met en regard des statistiques et on laisse supposer, en voyant ça, que si la France connaît un fort taux de chômage et un fort déficit commercial, ce serait parce que nous avons des prélèvements obligatoires, donc des niveaux d'impôts trop élevés. C'est ça que ça veut dire, ces trois trucs. Ça laisse entendre ça, alors qu'il n'y a la preuve d'aucune relation de cause à effet. Aucune. Je signale d'ailleurs au passage que le taux de chômage de la Norvège est de 3,8%, alors que le taux de prélèvements obligatoires de la Norvège est de 45% du PIB. Je signale que le taux de chômage au Danemark est de 6,9%, alors que le taux de prélèvements obligatoires du Danemark est l'un des plus élevés du monde, avec 48% du PIB. Supérieur à celui de la France. Très supérieur. Donc vous voyez que si on ajoutait ça, d'un seul coup, le raisonnement en filigrane, qui est dans le truc de l'UMP, n'a plus aucun sens. En fait, il n'y a pas de corrélation entre le déficit commercial, le taux de chômage et le taux de prélèvements obligatoires. C'est pas vrai. En réalité, il y a une bonne corrélation, en revanche, avec le fait d'avoir une monnaie qui soit une monnaie surévaluée, une monnaie qui ne corresponde pas aux impératifs nationaux. Avoir une politique également économique qui ne soit pas celle qui correspond à une économie. C'est ça le problème. Donc vous voyez qu'ici, on a, sur ce dossier de l'UMP, qui se terminait bien entendu sur l'idée qu'il faut tailler dans le vif, tailler dans les impôts, donc tailler encore dans les dépenses sociales, dans les dépenses d'intervention de l'État, fermer l'État, etc., il y a derrière une idéologie qui est fondée sur un raisonnement qui n'est absolument pas explicité. Alors voilà quels étaient les trucs. Le choix du travail, simplifier la vie de ceux qui embauchent et de ceux qui travaillent. Créer un seul contrat de travail fusionnant le CDD et le CDI avec des droits progressistes. Ça, c'est joliment dit, ça veut dire la suppression du contrat à durée indéterminée. Simplifier la vie de ceux qui travaillent. C'est vachement simplifié. Ah oui, ça c'est simplifié. Avant, vous aviez un CDI, maintenant vous n'en aurez plus. C'est simplifié. Avant, vous étiez sûr de travailler jusqu'à la fin de vos jours, maintenant, c'est vachement plus simple. Finalement, vous travaillerez pendant une semaine, quoi. Ah, c'est simple. Simplifier le Code du travail pour l'alléger drastiquement. 3600 pages de Code du travail en France, 800 pages en Allemagne, 70 pages en Suisse. Le problème, c'est que c'est faux. C'est faux, d'ailleurs. En fait, c'est une reprise, c'est un copier-coller de ce que disait le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz qui a dit sur France Info « Le Code du travail fait 3200 pages en France, 60 en Suisse, 600 en Allemagne ». Vous voyez d'ailleurs que les 3200 pages en France qu'a dit Pierre Gattaz sont devenues 3600 à l'UMP. Les 60 pages en Suisse sont devenues 70. Et les 600 pages en Allemagne sont devenues 800 en Allemagne. Bon, excusez-moi, je reviens. Donc en fait, ça c'est un copier-coller de ce que dit le MEDEF. L'UMP a repris, en renforçant les chiffres, a repris ce que disait le MEDEF. Bon. Et puis passer le premier seuil à 20, le deuxième seuil à 40, le troisième seuil à 5, fusionner les différentes instances de représentation du personnel dans un conseil de l'entreprise pour les entreprises de moins de 250 salariés. En fait, tout ça, c'est exactement les revendications du MEDEF. C'est aussi simple que ça, plus le MEDEF, plus celle de la Commission européenne. Alors, je rappelle que le Code du travail, c'est totalement faux. Il y a eu des gens qui ont regardé, c'est quand même 3800 pages en France et 70 en Suisse, il y a quand même un truc qui bug, quoi. Peut-être pas exagéré quand même. Donc c'est faux sur l'Allemagne, parce que dans le Code du travail allemand, il y a 3000 pages dans l'édition 2012, et non pas 600, comme l'a dit Pierre Gattaz. C'est un mensonge et honté. C'est faux. Voilà. La part consacrée aux lois et décrets est moins épaisse qu'en France, mais la partie jurisprudentielle est beaucoup plus importante. C'est des différences de mentalité entre les Français qui aiment bien codifier la loi, les décrets, et puis d'autres peuples qui aiment bien avoir en revanche une jurisprudence extrêmement étoffée. La jurisprudence, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire des décisions qui ont été prises par des tribunaux et qui ensuite sont appliquées au niveau national. Pour la Suisse, on ne peut pas comparer parce qu'il n'y a pas de code du travail comme en France. Les textes sont organisés de manière différente. On peut évaluer le nombre d'articles sur le travail à environ 200. Le Code du travail, pour
En Suisse, le SMIC n'existe pas, les vacances sont fixées à 4 semaines. Quant au licenciement, l'employeur n'est pas obligé de se justifier, on peut être licencié du jour au lendemain. Donc ça, ce sont des choses qui sont exactes. Mais le Code du travail et le Code des obligations donnent un cadre minimum. Par exemple, le temps de travail, c'est 45 heures, mais dans la pratique, il y a des accords d'entreprise ou des conventions collectives qui sont toutes dérogatoires, qui tournent à 42 heures. Donc c'est vrai qu'en Suisse, le Code du travail est nettement moins important qu'en France ou qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est la même chose qu'en France. Mais en revanche, en Suisse, il y a des accords à l'intérieur des entreprises qui dérogent à ce droit du travail. Donc c'est quelque chose où le poids de l'État est effectivement moins fort. Mais je signale aussi au passage, ce qui a échappé à M. Gattaz, c'est que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. C'est assez extraordinaire, tous ces européistes qui nous expliquent que la France est trop petite pour ne pas être dans l'Union européenne et dans l'euro, et qui après nous donne en modèle la Suisse. Ou bien M. Copé qui nous donne en modèle Singapour. Mais si j'ai bien compris, la Suisse et Singapour sont beaucoup plus petits que la France, ne sont pas dans l'Union européenne et dans l'euro. Donc le raisonnement, les prémices de départ étaient fausses. Le quatrième point, la technique de la débilisation. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les préservatifs et puis sur la façon dont au lit se comporte un conservateur par rapport à un socialiste. Donc, mesdames, vous avez intérêt à épouser des socialistes. Eh oui. Messieurs, vous avez intérêt également à vous marier avec des socialistes, femmes. Les conservateurs, c'est pas joyeux. Alors, l'UMP fait la même chose. Et alors, comment ils font ? Eh bien, la campagne électorale de l'UMP pour les élections européennes de juin 2009, eh bien, le croirez-vous, le préservatif. C'est quand même formidable. C'est-à-dire, il y a une espèce de fixette sur le préservatif dans tous les partis politiques. Le préservatif pour les partis, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Alors il y avait aussi la paire de tongs, etc. Voilà. 20 000 préservatifs UMP, il y a eu toute une communication qui avait été faite à l'époque, qui ont été distribués partout en France au moment des européennes avec le slogan « L'Europe vous protège ». Qui soit dit en passant, il y a des psychanalystes qui se sont penchés sur ce sujet et qui ont dit quand même c'est quand même un peu curieux. Le préservatif, c'est quand même quelque chose qui est quand même antithétique à la fois de la vie et du plaisir. Donc prendre comme modèle la quintessence de la civilisation de l'Europe, maintenant c'est le préservatif d'un objet en caoutchouc qui empêche la vie et le plaisir, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Puis finalement, c'est un truc qui est porteur de déclin et de mort, ce qui finalement, en termes psychanalytiques, est assez bien trouvé par les publicitaires. Et puis alors à tout ceci s'ajoute la cinquième technique, la technique du message subliminal. Technique qui consiste à viser l'inconscient des électeurs en leur adressant discrètement des messages qu'ils ne voient pas, et qu'ils voient sans voir en fait, qui sont des messages subliminaux afin de les amener à procéder à voter avec impulsivité par des réminiscences à des schémas connus, sans que ceci ne frappe le domaine de leur conscience. Donc l'exemple que je prendrai, c'est l'exemple du choix des couleurs du logo de l'UMP. Le logo de l'UMP, c'est celui-ci. Donc a priori, pour quelqu'un qui n'y fait pas attention, c'est les couleurs du drapeau français. Mais ce n'est pas du tout les couleurs du drapeau français. Hein. Le drapeau français, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les couleurs de l'UMP. Absolument rien. En revanche, les couleurs de l'UMP, vous voyez, ça c'est le bleu du drapeau français, ça c'est le bleu du logo UMP. Ça c'est le rouge du drapeau français, ça c'est le rouge du logo UMP. Qui donc, le rouge du logo UMP est un lot rouge, une espèce de framboise écrasée, et le bleu du logo UMP c'est une espèce de bleu de Prusse un peu sale, tirant un peu sur le vert. Hein, ça n'a strictement rien à voir avec le drapeau bleu, blanc, rouge. En revanche, ça a tout à voir avec les couleurs des partis politiques américains. L'UMP, ici, c'est les républicains du Texas, California Republican Party, les démocrates. Vous voyez que le bleu et le rouge, aux États-Unis, pour la politique américaine, ce sont ces couleurs-là. On le retrouve d'ailleurs pas seulement dans la politique américaine, mais on le retrouve également un peu partout. Vous voyez, ce sont les couleurs typiquement américaines. Donc en fait, le message subliminal, c'est en fait l'UMP, c'est les États-Unis chez vous. C'est ça en fait. L'UMP, c'est le mythe, le rêve américain. Vous savez que d'ailleurs le fils de Sarkozy termine, je ne sais pas quoi, il est devenu soldat aux États-Unis, etc.
Voilà. Vous voyez qu'on est très très loin du drapeau bleu-blanc-rouge. D'ailleurs, le logo de l'UMP véhicule de façon subliminale des coloris typiquement américains, notamment des partis politiques américains. Et vous le savez certainement également, aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy compte même changer le nom de l'UMP pour l'appeler carrément les Républicains, c'est-à-dire comme le Parti républicain américain, d'ailleurs avec les mêmes couleurs qui ne sont pas les couleurs de la République française. Alors je ne sais pas si ça va se faire, là nous sommes le 24 avril 2015, paraît-il que tout ce petit monde va se réunir le 5 mai. Madame Kosciusko-Morizet a dit que ça allait être un moment fort de démocratie. Le jargon, un moment fort de démocratie. Alors tout ce petit monde va voter, paraît-il, à la fin mai. Bon, en fait, tout ceci n'aurait aucune importance si en réalité nous n'avions pas affaire à un des deux partis dits de gouvernement en France et où le fait de singer les États-Unis d'Amérique est devenu quasiment une seconde nature de ce parti qui prétend être gaulliste. Il n'est pas plus gaulliste que je ne suis moine tibétain. Je pense même être un peu plus moine tibétain que l'UMP n'est gaulliste. Voilà. Retenons bien la grande manip de tous les opposants bidons au système européiste. De tous. Front National, Front de gauche, DLR devenu DLF, extrême gauche. Je ne parle pas de l'UMP. Finalement, j'ai presque un petit peu de, pas de sympathie, mais presque un petit peu d'indulgence pour l'UMP, le Parti socialiste et le MoDem, parce qu'au moins c'est clair. Au moins on sait que c'est des trucs européistes. On n'est pas trop trompé sur la marchandise. Bon. En revanche, il faut être beaucoup plus précis, vigilant. Et en fait, moi j'en veux beaucoup plus au Front National, au Front de gauche, à DLR, à l'extrême gauche, à tous ces partis qui prétendent être des partis d'opposition, mais qui en réalité, les écolos, en réalité servent le système qu'ils prétendent combattre. La grande manip de tous ces prétendus opposants. Premièrement, ils dénoncent de façon virulente et superficielle l'Europe, les questions européennes. Ils font tous un diagnostic cinglant, très méchant, mais souvent très bien vu. Ils dénoncent tous. Nous disons à peu près la même chose que c'est vrai. Ou eux disent à peu près la même chose que nous quant aux conséquences visibles. Ça, c'est exact. Mais ils en imputent tous, la responsabilité aux autres partis politiques français, et non à l'irréductible divergence des intérêts nationaux qui rendent intrinsèquement non viable le projet européen. C'est l'une des différences essentielles. Nous disons que c'est le principe même de base qui ne peut pas marcher. Et parce que ça ne peut pas marcher, c'est justement ce pourquoi les Américains ne cessent de le promouvoir. Et ils nous demandent de faire entrer la Croatie maintenant. Et il faut faire entrer, c'était le 28e État, et il va falloir faire entrer la Bosnie-Herzégovine, et puis il va falloir faire entrer la Turquie, et puis il va falloir faire entrer la Moldavie, et puis il va falloir faire entrer peut-être la Géorgie, et l'Azerbaïdjan, et l'Ukraine, et puis la Macédoine, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel État, ça complexifie le système qui devient totalement ingérable et en fait, ils permettent à l'oligarchie euro-atlantiste de piloter l'affaire. Ils gardent tous, par ailleurs, le silence absolu sur la stratégie des États-Unis en Europe. Demandez au Front National, à DLR, au Front de gauche, à l'extrême gauche, aux écolos, mais au fait, qu'est-ce que font les États-Unis avec la construction européenne ? Alors voilà donc un État, les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance mondiale, qui se préoccupe lorsque d'un seul coup, je ne sais pas, le président du Burkina Faso a un corps au pied, aussitôt Washington réagit à n'importe quoi, ce qui se passe au Népal, ce qui se passe au Paraguay. À chaque fois, Washington a son mot à dire, intervient. Puis pour la construction européenne, qui aurait vocation à s'opposer à eux, les États-Unis resteraient les bras ballants et ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'est la première chose, la dénonciation virulente mais superficielle de ces pseudo-opposants. Et la phase 2, des solutions bidons qui ne dépendent pas des Français. Tous autant qu'ils sont, Front National, Front de gauche, DLR, extrême gauche, écolo, ils proposent tous de changer cette Europe. Sous-entendu, il y aurait une autre Europe possible. Tous se refusent à expliquer par quel miracle
il pourrait convaincre l'unanimité des 27 autres États, plus Washington, d'approuver leur projet. Jamais ils n'évoquent ce léger détail. C'est que tous leurs projets ne pourraient marcher qu'à la condition que les 27 autres États, plus les États-Unis d'Amérique, aient donné leur feu vert. Autrement dit, rien. Jamais ça ne se produira. Et puis enfin, la phase 3 de la manipulation, c'est le bobard du fin politique, parce que, évidemment, l'UPR se développe, de plus en plus d'adhérents, de sympathisants vont voir les autres partis politiques, participent à des réunions, à des LR, au Front National, au Front de gauche, chez les écolos, parce qu'il y a des gens qui sont quand même sensibles à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit n'est quand même pas totalement stupide, je suis désolé de le dire. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter, puis après qui vont dans leurs réunions, puis qui disent ça. Et à ce moment-là, en général, presque tout le temps, on leur dit, outre les méchancetés d'usage sur l'UPR, on leur fait le coup du bobard du fin politique. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est beaucoup... Asselineau, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop... Il comprend rien à la politique. Il y a quelqu'un qui s'est fait une spécialité de dire que j'étais un excellent conférencier, je n'étais pas un homme politique. Bon. En attendant, je ne suis peut-être pas un homme politique, mais j'ai créé, avec rien, sans argent, sans médias, sans aucun soutien, j'ai créé un mouvement politique qui a maintenant plus de 7600 adhérents et qui gagne à peu près 9 à 10 adhérents par jour spontanément. C'est le parti en plus forte croissance de France et sans aucun média. J'ai peut-être quand même quelques qualités en matière politique, j'en sais rien. C'est peut-être une hypothèse à envisager. En attendant, on dit derrière nous que oui, mais nous, on n'y connaîtrait rien, etc. Il est beaucoup plus malin de ne pas le dire. Vous avez entendu ça. Je m'adresse ici à ceux qui vont chez DL. Oui, mais c'est beaucoup plus malin, il ne faut pas le dire. Des gens qui se prétendent gaullistes, par exemple, qui disent « Mais non, il ne faut pas le dire ». C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 17 juin en disant « Chut, demain, on ne dit rien hein. ». C'est beaucoup plus malin de ne pas faire d'appel à la résistance. Hein. Eh bien, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'il est beaucoup plus malin de ne rien dire, hein, face à leurs adhérents qui demandent pourquoi leurs analyses et leurs projets restent si flous et inconstants, tous en interne répondent que ce serait beaucoup plus malin d'avancer masqué, qu'Asselineau et l'UPR ne seraient pas assez fins politiques. Sauf que les autres partis sont tous sur le déclin rapide et que nous, on est en ascension exponentielle. Voilà. Parce que tout simplement, les Français, c'est le peuple de Gaulle, c'est le peuple de Clémenceau, c'est le peuple des soldats de l'an 2, c'est le peuple de Zola, c'est un peuple qui encaisse beaucoup de choses, qui se laisse un peu aller, qui accepte plein de trucs. Et puis c'est un peuple qui d'un seul coup se réveille et il a des explosions, des éruptions volcaniques. Et c'est un peuple, les Français, qui se rappelle deux choses. La première chose, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si l'UPR se développe si rapidement, c'est parce que nous disons la vérité. Je crois avoir, au cours de cette conférence, vous avoir déballé tout ce que j'avais à vous dire. Je ne pense pas à aucun moment dans cette conférence avoir tenu des propos abscons, difficiles à comprendre, sinon vous me le direz. Mais je crois que tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et les Français, ils aiment la clarté. C'est un peuple quand même cartésien. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais dire aux Français qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et les prendre pour des enfants ou des imbéciles. Au contraire, toute l'histoire de France a montré que lorsque l'on prenait les Français pour des gens intelligents, des gens responsables, des gens qui devaient sauver leur pays, c'est à ce moment-là qu'on obtient des Français un miracle, le miracle du redressement de la France. Comme le disait Napoléon, impossible n'est pas français. Merci beaucoup de votre attention.